Le ciel était gris de nuages, il y passait des oies sauvages qui criaient la mort au passage, au-dessus des maisons, des quais. Leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Il y a du monde en bas, en haut, ailleurs. Ça fait plaisir. C'est pas le nombre, c'est l'émotion, ce qui est dit, pas dit. Il y a des fenêtres qui s'ouvrent. Et quand il y a beaucoup de monde, c'est plus impressionnant encore. Alors, pour la dernière rencontre cet après-midi, nous avons invité Philippe Val. Alors, peu d'hommes ont connu autant d'activités que Philippe Val dans sa vie. Il a été journaliste, chroniqueur, humoriste. Font-et-Val était un couple humoristique pendant des années. Écrivain, auteur, compositeur et chansonnier. Beaucoup pour le même homme. C'est dire la palette de Philippe Val. Et son nom est attaché de manière indélébile à l'affaire de Charlie Hebdo, évidemment. Pendant 17 ans, il a été à Charlie Hebdo, et où il n'y était plus au moment de l'attentat, le 7 janvier 2015. 12 morts, plusieurs dizaines de blessés. Et Philippe Val a dit à ce moment-là, première réaction, « J'ai perdu tous mes amis en un seul jour ». Il y a quand même peu de gens qui traversent cette épreuve dans leur vie. Et donc, il est normal d'habitude que les humoristes écrivent des livres. De mémoire, il y avait Coluche, Guy Bedos, Jean-Yann, Pierre Desproges, tous ont écrit un livre sur le rire. Par contre, celui de Philippe Val, c'est différent. Il ne s'agit pas d'écrire un livre sur le rire. Il s'agit d'écrire un livre sur le rire alors que ses meilleurs amis sont morts pour avoir fait rire. Ce qui change complètement, évidemment, la relation qu'on a avec le rire. Et quand on supporte cette réflexion, quand on la vit, il se passe quelque chose que Philippe Val va nous expliquer, mais je pense qu'il s'agit là d'une remise en cause complète de la manière de voir les choses et le monde. De travailler sur un domaine qui a causé des morts, uniquement parce que leur but est de faire rire. Voilà, je voulais juste vous dire ça, parce que le livre de Philippe Val sur le rire est loin d'être un livre comme les autres. On l'appelle. Bonsoir. Merci d'être venu, Philippe. Merci de me recevoir et je suis content de revenir parce que je suis déjà venu il y a quelques temps, une fois. Et je garde un excellent souvenir de cette rencontre avec un public que j'ai trouvé formidable. Voilà. C'est la réflexion de Sureau quand on est sorti d'ici. Il le disait en vérité parce qu'il le sentait. Il était encore ému par tout ce qui avait été dit. Et il a dit, le public m'a aidé. J'ai senti qu'il y avait
quelque chose de spécial qui faisait que ça m'a poussé. Et ça, on vous le doit. Parce que c'est vrai, et ce n'est pas la première fois, qu'il y a à Pau une espèce de tension dans le bon sens du terme. On ne parle pas pour parler. On parle pour dire quelque chose et on va essayer d'aller le plus profondément possible. Et donc, il a tout à fait raison, Philippe Val, de souligner ça. C'est une atmosphère particulière, rare et unanime. Et voilà, on voulait simplement vous le dire, tous les deux. Alors, vous avez vécu, on revient, parce que j'ai parlé de ça au début, sur le massacre d'humoristes à Charlie Hebdo en janvier 2015. Et je voulais vous poser la question, votre vie a été de faire rire pendant longtemps. Et vous avez été de ceux qui poussaient à aller au maximum dans l'expression du rire, de provoquer le rire. Vous avez été aux limites de ce qui était. Et voilà que vos 7 meilleurs amis meurent à cause de ça. Et je me disais, mais comment Philippe Val a considéré, peut-être reconsidéré, son rapport avec le rire, et s'il estime, la preuve en est là aujourd'hui sur le livre, que vous considérez qu'il faut continuer de rire malgré tout ça, est-ce que quand même ça produit chez vous une vraie interrogation sur est-ce qu'il y a des limites? En gros, la phrase « peut-on rire de tout ?» La réponse est claire, on peut rire de rien. Voilà. Parce que dès qu'on rit de quelque chose, on froisse quelqu'un. Donc, on froisse quelqu'un pour des raisons religieuses, des raisons d'origine, des raisons d'âge, des raisons de masse pondérale, physique, des raisons de sexualité. On froisse. Je pense qu'on peut rire de rien. Profondément, je suis persuadé de cela. En revanche, on peut rire avec tout. Les grands humoristes sont des gens qui ne s'excluent pas eux-mêmes de la chose dont ils rient. Et donc, s'il y a cette humanité dans la personne qui fait rire, on peut tout se permettre. Je pense que l'on doit même tout se permettre, quels que soient les risques, parce que derrière ta question, Philippe, il y a la responsabilité, en quelque sorte. Voilà. Tu me dis, est-ce que tu n'as pas regretté? Parce qu'au fond, tout ça est parti de la publication des caricatures en 2006. Alors, il y a eu un film fait par un ami commun, Daniel Lecomte, qui raconte ça, et mes camarades de l'époque, qui à l'époque étaient donc vivants, s'expriment devant la caméra et disent, si c'était à refaire, évidemment on le referait. On venait de sortir d'un procès qui a un retentissement mondial, le procès des caricatures. J'ai eu une revue de presse avec des articles japonais, saoudiens, américains, australiens, du monde entier. On en a parlé partout. Parce que ça a tenté de faire une jurisprudence. Les gens ont été... Voilà. Cabu en parle très bien et il dit mais on pouvait pas ne pas publier ces caricatures. Donc moi j'étais le patron à l'époque et ce qui s'est passé, peut-être que la réponse est peut-être je peux te dire un petit peu comment ça s'est passé. Oui, bien sûr. Un lundi, on apprend que le patron du journal France Soir se fait virer parce qu'il a publié les caricatures. Donc un actionnaire égyptien qui le vire, libano-égyptien, enfin bon bref, qui vire le franc, il s'appelle. Bon, Cahu et moi, avec Bernard Maris, on faisait partie d'une espèce de petit club, comme il y en a dans Paris, des clubs genre de réflexion, avec des gens d'origine. Il y avait des patrons de presse, des gens d'affaires, des politiques, des philosophes, des littéraires, etc. Et on était une quinzaine, à peu près, une vingtaine. Et on avait un thème ce jour-là, et on se réunissait. J'ai dit à mes camarades, je suis désolé, mais
je voudrais qu'on change le thème de notre réunion. Je voudrais qu'on parle de cette histoire de caricature dont on suivait les péripéties déjà depuis plusieurs mois, puisque le Danemark avait été boycotté par les pays arabes. Enfin, il y avait des réactions très importantes. Très importantes dans les pays massives. arabes. Il y avait eu des morts, il y avait des manifestations, il y avait déjà eu des morts. Et je dis, il faudrait qu'on parle de ça parce que on peut pas laisser passer une chose pareille. On peut pas laisser une religion limiter la liberté d'expression, d'autant que ces caricatures sont finalement assez anodines et il n'y a aucune raison de ne pas les publier. Donc j'ai proposé qu'on les publie tous les journaux. Il y avait quelques journaux, il y avait quelques patrons de journaux, 2 ou 3 déjà là, et ils me disent ouais, t'as raison. Bon, sauf que dans les 2 jours qu'on suivit, ils se sont heurtés à un mur. Soit l'actionnaire a refusé, soit la rédaction a refusé. Et donc nous, on est partis tout seuls, en danseuse, si vous voulez, devant le peloton, avec une cible dans le dos. Évidemment que si les journaux, la majorité des journaux avaient publié ces malheureuses caricatures, il n'y aurait jamais eu les attentats du 7 janvier. Donc, à la base de ça, il y a quand même une lâcheté, qui n'est pas qu'une lâcheté de la presse, c'est une lâcheté des gens. Ou un scrupule aussi, non ? Non, alors pour le scrupule, je peux raconter un truc, parce que j'ai jamais cru au scrupule. Le mercredi où on a publié les publications, donc le mardi soir à minuit, j'étais en train de travailler dans mon bureau, je reçois un coup de téléphone de Serge Julie, qui était à Libé, et qui me dit « Philippe, je suis très emmerdé, parce qu'au départ, il devait les publier. On ne va pas les publier, on est contre le fait que tu les publies, donc ça va être très désagréable pour toi. Demain, dans Libé, tu vas découvrir qu'on te pourrit. » Bon, j'ai dit « Écoute, c'est gentil de me prévenir, c'est sympa. » Voilà. Et donc, tout le monde a fait enfin, bon, voilà. En réalité, je voudrais raconter un truc en vitesse. Une fois qu'on a eu gagné le procès, donc des années après, 18 mois plus tard, je suis invité à Montréal par l'université pour faire une série de conférences dans Montréal, pas à l'université, mais par l'université, dans Montréal, sur cette affaire des caricatures. Le premier soir, voilà, une salle avec plein de gens plutôt sympathiques qui étaient venus, et avec le patron de l'université, et puis le grand éditorialiste, très connu du journal La Presse, qui est le grand journal du Québec. Grand journal du Québec, grand quotidien. Donc je fais ma conférence et je dis, il y a eu des arguments moraux très forts pour nous dire, une opposition très forte et quasi unanime pour nous dire il ne faut pas publier ces caricatures parce que ça offense les croyants, machin, tout ça. Bon, c'est maladroit, et puis ceci, puis cela, bon, bref. Donc je dis, j'ai jamais cru à ces arguments moraux. Je pense qu'au fond, il y a la peur, et que la peur est inavouable. On sait très bien qu'il faut qu'on publie, parce qu'il est nécessaire que la liberté de la presse établie par les lois de 1881, qui font que la France est un pays démocratique depuis 1881, donc c'est pas rien, les lois de la presse nous autorisent à le faire, il faut absolument utiliser cette liberté si on veut que ça continue. Le blasphème, donc. Hein. Voilà, le droit au blasphème. Le droit au blasphème. Donc, je dis, au fond, il y a la peur, mais comme la peur est inavouable, elle se déguise avec des arguments moraux. Il ne faut pas offenser les musulmans, il ne faut pas ceci, cela. Bon. Moi, je pense que ne pas vouloir offenser les musulmans, c'est les prendre pour des abrutis, parce que les musulmans sont aussi intelligents que les catholiques, les juifs ou les bouddhistes. Ou alors, on pense qu'ils sont inférieurs et on ne fait pas d'humour avec eux. Vous voyez, c'est quand même méprisant et humiliant. Donc, et j'ai beaucoup de témoignages de musulmans qui me disent ça, qui sont tout à fait d'accord avec ça, mais ce n'est pas eux qu'on entend le plus fort. Bon, qu'importe. Je dis, c'est la peur, avant tout la peur, qui fait que le scrupule survient. Je ne crois pas au scrupule. Bon, donc voilà, c'est ce que je développe un peu dans ma conf. Et après, on m'emmène au resto, et il y avait le président de l'université et l'éditorialiste de La Presse à côté de moi. Et il me dit,
il me dit, Philippe, il faut que je t'avoue un truc, c'est que quand tu as publié les caricatures, j'ai fait un éditorial à la une de la presse pour dire que tu avais tort, parce que ça humiliait les musulmans, etc. Et là, ça stigmatise, enfin tous les mots, voilà, bon, bref. Il me dit, j'ai écouté ta conférence et t'as raison, en réalité, j'ai eu peur. Il me dit, t'as raison, je suis revenu, t'as raison. Je dis, écoute, ça me fait plaisir que tu le dises, parce que je pense que c'est vraiment le fond de l'affaire. Et bon, ça aurait pu s'arrêter là. Sauf que le lendemain, le surlendemain donc, parce qu'il était plus de minuit, il fait l'éditorial de la presse pour le dire. C'est-à-dire qu'il dit, j'ai eu peur, j'ai dit ça à l'époque, j'avais tort, j'ai eu peur. La réalité, l'argument, le seul argument, c'est la trouille. Et là, il le dit dans son éditorial. Dans son éditorial du surlendemain, ouais, exactement. Donc là, à ce moment-là, les télés, tout ça m'ont contacté, les radios, j'ai fait la tournée de tous les trucs de Montréal, parce que ça a fait un gros boom quand même. J'aurais tellement aimé connaître ça en France. J'aurais tellement aimé connaître ça. Parce que bien des choses auraient été différentes. Donc, le scrupule, on ne pouvait pas faire autrement. Lorsque Cabu et moi, on a décidé de publier les caricatures, on a réuni la rédaction du journal et on a réuni, pas seulement la rédaction, mais le personnel administratif, les abonnements, l'accueil, enfin, tous les salariés du journal, tous. Une quarantaine de personnes. Et je leur ai dit, voilà, on veut publier les caricatures. Ça va nous mettre en danger. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Je peux comprendre, il y en a qui ont des enfants, je peux tout à fait comprendre tout ça, je ne le jugerai pas, et voilà, et après j'aviserai. Moi, si on ne les publie pas, j'arrête. J'arrête parce que ça ne m'intéresse plus de faire ce métier, si on ne peut plus faire ça. Mais voilà, vous pouvez vous exprimer, et s'il y a une personne qui n'est pas d'accord, je considérerais que c'est un veto, et je ne publierai pas les caricatures. Et donc, ils ont tous été d'accord, sauf une personne, un dessinateur, dont je ne dirai pas le nom bien sûr, mais qui n'a pas voulu que son refus soit un veto. Il a demandé à ce que son refus ne soit pas un veto. C'est donc à l'unanimité qu'on a publié les caricatures. Voilà. Et tous ont compris que c'était une question de vie ou de mort pour un journal comme Charlie Hebdo. Et même pour d'autres choses, pour des artistes, pour des dramaturges, pour des chorégraphes, pour des peintres, pour des metteurs en scène, pour des écrivains, pour des journalistes, c'était nécessaire. C'était nécessaire, décisif. Fallait mettre un pied dans la porte, parce qu'après cette histoire de caricature, enfin, je suis trop long, mais il faut savoir aussi que tout est dingue là-dedans, parce que les caricatures que nous avons publiées ont été publiées au Moyen-Orient et dans le monde arabe plusieurs fois sans qu'elles ne fassent rien par un imam intégriste danois qui les a fait passer, et tout le monde s'en est foutu. Comme il voyait l'imam en question, comme il voyait qu'il n'y avait pas de réaction, il les a mélangés à des caricatures de la foire aux cochons d'Aurillac ou de je ne sais pas quel bled, de Clermont-Ferrand, avec des trucs, avec des porcs, vous voyez, des trucs dégueulasses, des trucs pornographiques, faisant croire vous voyez, des choses qui n'ont jamais été publiées ni dans Charlie, ni dans le Jyllands-Posten, ni dans le journal danois. Et là, quand il y a eu des cochons dans les caricatures, avec des sodomies de cochons, des trucs comme ça. Là, il y a eu un scandale au Moyen-Orient. Mais jamais on n'a publié ces caricatures-là. Donc c'est l'exemple d'une fake news qui a changé le monde. Parce que le monde n'est pas le même depuis l'affaire des caricatures. C'est une guerre du monde musulman contre l'Europe depuis... Alors déjà, ils cherchaient un prétexte, mais ça a été une clé, si vous voulez... Voilà, pour commencer la guerre avec nous et commettre beaucoup d'attentats. Dans tous les attentats qu'il y a eu depuis, il a été question des caricatures. On a vengé le prophète. À chaque fois, on a vengé le prophète. Donc, c'est une histoire de fake news. Mais la réalité, la vérité, la réalité n'a aucune importance dans cette affaire. Les gens s'en foutent. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je ne crois pas aux arguments du scrupule.
Et après l'assassinat, vous n'avez pas changé d'un iota? Après l'assassinat... Parce qu'il n'y avait pas eu l'assassinat quand vous avez fait ça. J'étais effondré, on était tous effondrés, enfin les survivants, mais c'est... Comment vous dire? C'est en creux, si vous voulez, on est obligé de... On ne peut pas imaginer notre civilisation européenne, l'esprit, ce que Kundera appelle l'esprit européen, sans le rire scandaleux. Ce qui fait nos libertés, c'est grâce à ce rire qui parcourt ce qui construit l'esprit européen depuis pratiquement l'Antiquité grecque, avec la libridation, avec la loi juive, l'humour juif, la littérature médiévale, Rabelais à la Renaissance. Comment imaginer la Renaissance sans Rabelais? Et tout ce scandale du rire qui ébranle les fondations des conformismes, et par les failles que le rire scandaleux provoque, se faufilent les libertés, la création artistique, la science. C'est par là que passe Galilée, c'est par là que passe la peinture de la Renaissance, c'est par là que passent les lois émancipatrices. Le rire, ce rire est totalement, ce rire de surprise, congénital. Ce rire de scandale, est congénital à notre identité. Sans ce rire, nous sommes morts. C'est l'antitotalitarisme, c'est vous voyez, c'est ce qui fait qu'on est dans une zone du monde libre. Alors, tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur de notre monde, mais on est libre. On peut dire ce qu'on veut, on peut aller et venir en sécurité, on peut créer des choses incroyables. C'est pour ça que quand on me dit « mais on ne peut plus faire ça, avant on pouvait ». Mais si, on peut toujours, il faut le faire, et puis après on verra bien. Vous voyez, il ne faut pas se laisser embarquer dans « oui, mais avec le wokisme, on ne peut plus », mais on s'en fout. Il faut quand même y aller. Il y a des gens, vous voyez, comme il y a des gens qui sont très drôles aujourd'hui, comme Ricky Gervais. Il se permet tout, Ricky Gervais. Il est génial, ce type. Il a une culture immense, parce que ça, voilà, c'est important, mine de rien. C'est peut-être ce qui vous rassemble ici. C'est ça que moi je trouve toujours émouvant. On vient, on fait 1000 kilomètres, on rencontre des gens dans mon pays. Je rencontre des gens qui sont cultivés. Ça me touche profondément, parce que c'est ce qui nous lie. On peut rire aux mêmes choses, on peut se surprendre, on peut se dire des choses malpolies. Je ne sais pas comment vous dire, mais ça passe parce qu'il y a une complicité culturelle. Il y a quelque chose d'unique, en fait. Hein. C'est quelque chose d'unique. C'est la raison pour laquelle on ne pouvait pas ne pas publier ces... Quelle était la une de Charlie Hebdo? Je m'en souviens plus d'un coup. La une de Charlie Hebdo qu'on a composée, donc Cabu et moi, c'était... On voyait Mahomet qui se prenait la tête dans les mains comme ça, et on voyait Mahomet débordé par les intégristes. Et Mahomet disait « c'est dur d'être aimé par des cons ». Et... Qui a trouvé ça? C'est sublime, ça. C'est nous deux, Cabu et moi. Ça s'est filmé, d'ailleurs. Par chance, ce jour-là, il y avait une équipe de télévision au journal et ils ont filmé la création de la une. Et vous savez, ce rire qui est le nôtre, qui est notre trésor, qu'on retrouve dans d'autres civilisations, mais pas de la même façon. Il n'a pas la même action, il n'a pas le même côté destructeur-constructeur que chez nous. Mais ce rire... c'est celui dont parle Nietzsche tout le temps, si on veut bien comprendre. Par exemple, chez Nietzsche, il n'y a pas le surhomme, ça n'existe pas. C'est le Übermensch, c'est le surhumain. C'est pas pareil. C'est le surhumain. Et le surhumain, c'est quoi? Quand on lit, quand j'ai fait ce livre, j'ai beaucoup relu, notamment Rabelais, mais aussi Nietzsche et puis d'autres. Mais le surhumain, c'est celui qui a une conscience tragique et qui a cette espèce de conviction qu'on doit pouvoir rire pour rester vivant tant qu'on est vivant, tant que quelque chose en nous fonctionne. Il y a ce rire qui fait qu'on existe, qu'on est là, que l'autre ne s'ennuie pas avec nous, qu'on ne s'ennuie pas avec l'autre, qu'il y a un plaisir, qu'il y ait du désir. Ce rire tragique,
enfin, il naît de la conscience tragique. Il n'y a pas de grand rire, de ce rire civilisationnel, en quelque sorte, sans conscience tragique. Et moi, quand j'avais 16-17 ans, je lisais Harakiri Hebdo, qui est un journal qui n'a pas duré longtemps, qui a été interdit, puis après il y a eu Charlie Hebdo. Je ne savais pas pourquoi. J'aimais pas tout dans ce journal, pour dire la vérité. D'ailleurs, j'ai jamais tout aimé dans ce journal. Il y avait des choses qui me plaisaient plus ou moins. C'était mon journal, je me battais pour, je le défendais, mais je n'étais pas d'accord avec tout. Voilà. Mais il y a quelque chose qui m'attachait à ce journal. Et les deux anciens dont j'étais le plus proche, c'était Cabu et Wolinski. Et on parlait beaucoup. Et un jour, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de très, très singulier dans ce journal, très particulier. C'est le seul journal, c'est son identité, et c'est unique dans la presse française. C'était unique peut-être dans la presse, parce que j'ai voyagé pas mal, et à chaque fois que je voyageais, que je faisais des reportages, j'allais chercher des journaux frères, des journaux proches de Charlie Hebdo, en Pologne, en Italie, même au Vietnam, enfin en Afrique, partout. J'ai cherché des journaux satiriques, je prenais contact avec des journaux. Bon. Et Charlie avait un truc incroyable, un truc philosophique très fort. C'est le seul journal qui riait avec la mort. Le premier numéro de Charlie Hebdo, c'était, vous vous souvenez peut-être de l'histoire, c'est quand le général de Gaulle est mort, il y avait eu le bal tragique à Colombey, un mort. Donc, la naissance de Charlie. Ne croyez pas que les hommes et les femmes qui travaillaient à Charlie Hebdo n'avaient aucun respect pour le général de Gaulle. Évidemment que la majorité d'entre eux avaient, comme nous tous, de l'admiration et du respect pour l'homme du 18 juin. Mais c'est une façon de s'en sortir dans la tragédie de la vie. De s'en sortir la tête haute, avec quelque chose de joyeux. Cabu et moi, on adorait Charles Trenet, on allait le voir en concert, puis après on allait le voir en coulisses, enfin, bref. Bon. Et puis on a fêté ses anniversaires sur scène, on a chanté avec lui, enfin bon, bref. Parce qu'il y avait une philosophie de la joie, en quelque sorte, spinoziste, étrange, subversive, immorale. Parce que comment penser une seconde que sans ce rire, il n'y aurait pas cette civilisation, cet esprit européen que l'on aime, qu'est notre air qu'on respire, et parce que c'est un air ouvert aux autres cultures. On admire, en Europe, on admire les écrivains des autres continents, des autres écritures, des autres pensées. On aime tout, quoi. Il y a une curiosité de tout. Donc voilà, il y a cette espèce d'appétit qu'on aime. On sait que c'est consubstantiel au rire tragique, au rire Übermensch, au rire surhumain. Et donc, il faut avoir une relation amorale à la tragédie. C'est-à-dire, c'est très difficile à dire. Il faut même aimer la tragédie. Enfin, c'est horrible à dire. Moi, j'étais une de mes plus proches amies a été déportée à Auschwitz qui est morte maintenant. Mais donc, on a beaucoup parlé de ça. Alors, je vais vous donner un exemple, parce que je sais que c'est dur à digérer ce que je suis en train de vous dire, mais cette amie, Marceline Loridan-Evans, elle se fait arrêter, elle a 15 ans. Elle est dans une cellule à Avignon, où ils ont arrêté quelques juifs et 2-3 femmes résistantes. Ils sont 7-8 femmes, 10 femmes, dans une cellule. Et une des femmes, une jeune femme, qui avait été arrêtée pour un acte de résistance, est venue à l'enterrement de Marceline et elle a raconté ça. Marceline, elle était dans cette cellule depuis 4-5 jours, elle imaginait ce qui risquait de... La suite. Mmh. Elle a pris un caillou blanc par terre, et elle a écrit sur le mur de la cellule « C'est presque une joie de savoir qu'on peut souffrir autant ». C'est-à-dire que
c'est très compliqué de sentir une chose pareille, de comprendre une chose pareille, mais je pense que si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien de la vie. C'est que la curiosité emporte tout. Et plutôt que de s'effondrer et de geindre, se laisser prendre, je sais que c'est plus facile à dire, je suis en train de m'embarquer dans un truc très difficile là. Bon. Mais je pense que c'est important, sinon on dit rien si on ne dit pas ça. J'ai beaucoup ri avec Marceline, vraiment, c'est beaucoup marré. Mais il y avait cette tragédie en elle. Et cette curiosité infinie pour la vie, et la curiosité, autant qu'il est possible, l'emporte toujours sur tout. Et par moments, la réalité étant totalement imprévisible, c'est ce qui fait même l'essence de la réalité, ce qui fait qu'une chose est réelle, c'est son imprévisibilité et sa non-reproductibilité. C'est que la réalité ne peut pas ne pas nous surprendre. Déjà là, que pendant des milliards d'années dans l'univers, il y a eu des atomes qui se sont brinque-ballés, qu'il y en a qui se sont accrochés, et que ça se termine par faire ça, vous et nous, là, sur scène, faire un machin comme ça, c'est tellement étonnant et stupéfiant, et émouvant, et drôle peut-être aussi. Et c'est cette capacité d'étonnement, je pense, qu'il faut sentir vibrer en nous, et qu'il faut rappeler à soi quand on ne le sent plus vibrer. Je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen dans la vie. Alors, pour être schématique, si vous voulez, soit on a la foi, soit on a de l'humour, parce que... On peut avoir les deux. Évidemment, il y a des gens qui ont la foi et qui ont de l'humour, évidemment, et des gens qui ont de l'humour et qui ont la foi. Sauvons les croyants. Mais d'une façon extrême, si vous voulez, plus on va vers la foi, moins on a d'humour, et plus on a d'humour, moins on y croit. Alors, on arrête avec le tragique, l'humour tragique. Vous lui avez fait son compte. Il y a quelque chose qui s'est passé dans un pays ami qui est l'Ukraine, qui est unique, un saltimbanque. Il faut voir les spectacles qu'il donnait. C'est un vrai saltimbanque est devenu chef d'État. Quelle a été votre réflexion quand vous avez compris un peuple, à la majorité, a voté pour être président de la République? Je pense qu'il ne le regrette pas aujourd'hui, mais à l'époque, comment ont-ils imaginé d'élire dans un pays qui était déjà en guerre, parce que 2004, ça dure depuis 11 ans, qui était déjà en guerre, d'avoir élu un saltimbanque à la tête de l'État? Moi, je trouve ça absolument formidable. J'ai une grande admiration pour Zelensky. Moi, mon homme politique préféré au XXe siècle, un des rares êtres humains au monde dont on puisse dire qu'il a sauvé le monde, c'est Winston Churchill, qui était à sa façon un saltimbanque lui aussi. Mais Zelensky, c'est incroyable. Mais vous savez, cette interpénétration entre la fiction et le réel est stupéfiante. Par exemple, je vais vous raconter un truc. Les supporters de Naples, de football, du calcio italien, bon, le football en Italie, c'est presque pire que chez nous. C'était pas bon. Donc, pas que Marseille, voilà. C'est Marseille. C'est Marseille PSG maintenant. PSG contre l'OM, voilà. Bon. Mais en pire, peut-être. Hein, bon. Et là, il jouait à Naples, l'équipe de Napoli jouait à Vérone. Et à Vérone. Bon, ok. Donc, il se déplace. Les supporters se déplacent et les tribunes sont absolument remplies et il faut absolument déstabiliser l'équipe de Vérone et vraiment mettre hors d'eux les supporters, les tifosi de Vérone. Donc ils ont préparé un truc, les Napolitains. Ils ont mis une banderole de je ne sais combien de mètres qu'ils ont déployée dans le stade où ils avaient écrit en gros pour faire chier les Véronais. Giulietta è una puttana. C'est-à-dire que Juliette, c'est un personnage de fiction.
C'est dans la tête de Shakespeare. Et les mecs, ils étaient hors d'eux, ils se sont battus. Parce que Juliette n'avait pas une boutane, hein, c'est une fille de chez nous. Vous voyez ? Et donc, il y a un truc d'interpénétration, si vous voulez, entre la fiction formidable qui fait surgir une réalité qui est géniale, qui est celle de Shakespeare, tu vois, et la réalité. Bon. Et ça devient, à Vérone, il y a un balcon, on va voir le balcon de Juliette. Ils ont fait un balcon, les Italiens, ils s'emmerdent pas. Hein, quand ils font le truc, ils font les choses en grand. C'est plein, tout le temps. C'est plein. Ça défile jour et nuit. Et le château d'If, les gens vont visiter le château d'If, c'est-à-dire ils vont visiter le cerveau d'Alexandre Dumas. Bon. Et donc... Et Zelensky est un type vraiment incroyable. J'ai regardé ses séries, c'est un type formidable. Et je pense que les idées mènent le monde, c'est vrai. Je pense que les idées mènent le monde, j'en suis persuadé. Et j'espère que ça continuera encore. Évidemment, ça dépend quelles idées. Mais il y a autre chose qui mène le monde. Et qui devrait, des choses auxquelles on devrait être attentif, on devrait réfléchir à ça. C'est que finalement, les idées, le débat d'idées, ça sert à fabriquer des valeurs auxquelles on tient, pour des bonnes raisons. Par exemple, je ne sais pas moi, la vaillance, le courage, l'honnêteté, la franchise, la droiture, et même les vertus théologales, foi, espérance et charité. Enfin, les vertus, si vous voulez, les vertus, bon, c'est pas rien. Si vous voulez. On peut vivre sans y penser trop, mais si vraiment les gens sont des abrutis et des sales cons, vaut mieux qu'ils aient un peu d'éducation aux vertus. Ça les tient, ça fait un surmoi. Bon. Un homme, ça s'empêche. Voilà, ça s'empêche. Camus. Et donc... il y a des vertus très importantes, c'est normal qu'on en parle, des valeurs, mais je pense profondément, et j'y ai beaucoup réfléchi quand j'ai écrit ce bouquin, parce que c'était le thème aussi de mon livre, enfin, autre chose difficile à dire, un peu scandaleuse, c'est que finalement, au-dessus de ces vertus, il y en a 3 ou 4 qu'il faut placer et qu'il ne faut jamais cesser de voir clignoter en soi-même. Mais c'est la frivolité. La frivolité. La légèreté, la joie de vivre, la fantaisie. Ce sont des très grandes vertus, sans lesquelles les autres vertus deviennent morbides, elles deviennent extrémistes, elles deviennent cruelles, méchantes même, elles deviennent censurantes. Il faut toujours qu'elles veillent, ces vertus de frivolité, de légèreté, et que hiérarchiquement, elles soient au-dessus. Et pour répondre à la question de Zelensky, je pense que, c'est là où je voulais en venir, je pense que ce qu'il y a de... Il faut se l'avouer à soi-même. Ce à quoi on est sensible, c'est au charme. Le charme, il faut des idées, il faut des gens pas cons, enfin, mais le charme. Sans le charme, on s'emmerde. Sans le charme, une journée est foutue. Sans le charme, on a besoin de ça. On a besoin de ce talent. Alors on va dire, oui, mais c'est injuste parce que les gens, ils sont plus ou moins doués, ils ont plus ou moins de facilité. Oui, peut-être, c'est vrai. Il n'y a pas de justice. Ça n'est pas très démocratique, comme on dit, parce que tout le monde n'a pas le même bagage à la base. Mais c'est une question d'énergie, une question d'éducation, une question d'accident de la vie, une question de santé, de tout ce qu'on veut. Mais ceux qui y pensent, ils y arrivent. Ceux qui sont un petit peu vigilants à ne pas être trop dénués de charme, de séduction, à garder quelque chose en eux de malicieux, au-dessus de la gravité du monde, au-dessus de la gravité du tragique. Cette malice, elle se cultive, elle se fabrique en soi. Et c'est ce qui fait la civilisation, et c'est ce qui fait aussi le plaisir qu'on a à se parler, à se voir, à s'observer, à se fréquenter. C'est ce charme. Et c'est vrai pour les personnalités politiques aussi. C'est ce qui combat la violence permanente. C'est ça. C'est une forme de politesse
très raffiné. Voilà. Et l'expression, peut-être, pour moi, ça rejoint le rire beaucoup. C'est pour ça que j'en parle de ça dans mon bouquin. Parce qu'il y a des formes de rire qu'on n'appelle pas du rire. Mais par exemple, la musique de Mozart est une forme de rire. Il y a quelque chose il y a une grâce, si vous voulez, en permanence. Et pourtant, Dieu sait si Mozart a une conscience tragique. Mais il a toujours... Jamais il ne se départit de sa grâce. Enrobé par la grâce. Jamais il ne se départit de cette grâce qu'il doit aux gens, qu'il doit au public, et que le public lui rend par l'amour qu'il lui porte. Et ça, c'est le commerce le plus important de notre civilisation, ce don et ce retour. Je pense que c'est vraiment important. Alors, de manière plus générale, et là c'est un passage du livre qui est assez passionnant, c'est que... évidemment, tous les chefs d'État ne sont pas comiques, d'origine comme Zelensky. Non, c'est vrai. On a des preuves. Ou alors ils le font pas exprès. Nous avons des preuves. Mais, vous dites que les grands politiques, vous avez cité Winston Churchill, vous avez cité De Gaulle tout à l'heure, c'est le cas d'autres aussi. C'est un artiste, De Gaulle. Alors vous dites, ils ont une dimension d'artiste, et ils créent un personnage, ils ont compris comment transmettre, et ils créent un personnage qui n'est pas eux. Ils arrivent à dédoubler leur personnalité. C'est presque un truc. Alors évidemment, mon bouquin, c'est pas un livre de développement personnel. mais je crois que je donne un truc pour cultiver en soi quelque chose de ce dont on vient de parler là. Alors, je parle de Gainsbourg parce que je l'ai rencontré il y a longtemps et j'ai été très étonné parce qu'on a parlé pendant 3 heures avant de faire une émission de télé. On était dans un petit coin, on attendait que ça commence. La première fois qu'on s'est vus et puis on a bu de l'orangina et puis non, vraiment, on a bu de l'orangina. Non, sans déconner. Pas frelaté. On a bu de l'orangina, il n'y avait que ça. C'était dans un théâtre dans lequel on jouait, Patrick et moi. On n'avait pas la licence 4. On avait, Schweppes, orangina. Il y avait ou l'un ou l'autre. Bon. Et quand l'émission commence, Serge était vraiment très, très timide. C'est un homme cultivé, fin, raffiné et très timide. Et pour pouvoir dire les conneries qu'il disait dans les interviews, tout ça, bon... Il est arrivé au micro de Mourouzi, il était bourré. Il n'avait pas bu. On a passé l'après-midi ensemble. Il n'a pas bu une goutte d'alcool. Mais son double, Gainsbourg, si vous voulez, il a enfilé son double avant l'interview et il est arrivé. Ah, d'accord, tu dis n'importe quoi. Bon. Et donc le général de Gaulle, c'est formidable parce que le général de Gaulle. Alors j'ai étudié son cas dans le livre. Quand il est prisonnier pendant la guerre 14, il est prisonnier en Allemagne. Et donc, quand il rentre, il est très humilié de ne pas pouvoir prendre plus part à la guerre pendant son voilà, c'est un guerrier. Et il rentre, il devient professeur à l'école de guerre et lieutenant-colonel. Et à ce moment-là, dès la fin de la guerre 14, il construit un personnage, parce que c'est un passionné, comme Churchill, un grand dépressif, et avec ses faiblesses, ses failles, il construit un personnage qui s'appelle le général de Gaulle. Il n'est pas général, mais dans sa tête, il construit le général de Gaulle. Et il pense que le général de Gaulle va sauver la France en 1919, 18, 19, à la fin de la guerre. Et ce personnage, il n'a jamais cessé de l'incarner quand il fallait l'incarner. Alors, il en parle beaucoup à des amis intimes, comme Malraux, où il lui confie un jour, il dit « Vous savez, au début, j'étais pas très gaulliste. Mais quand je me suis vu agir, je me suis converti. » Et il y a un épisode qui est marrant, c'est en 65, il y a les présidentielles. Oui. Et donc il est mis en ballotage par le Canuet. Et le général de Gaulle ne fait pas campagne, parce que le général de Gaulle doit être réélu, donc il ne fait pas campagne. Bon.
Manque de peau, il est mis en ballottage, il est très humilié, il prend ça très mal entre les deux tours et il pense démissionner. Et son entourage lui dit non, il faut savoir qu'il fumait 3 paquets de clopes par jour pendant longtemps. Et que les médecins lui ont dit, mon général, si vous voulez continuer à vivre, il faut arrêter de fumer. Et De Gaulle avait dit, les Français ont encore besoin du général de Gaulle, donc j'arrête. Donc, il avait arrêté de fumer du jour au lendemain. Donc en 65, il est mis en ballottage et on lui dit, mon général, il faut peut-être faire campagne entre les deux tours. Voilà, c'est un pro. Et il dit, oh, à quoi bon? Peut-être que les Français ont plus besoin du général de Gaulle. C'est peut-être pas plus mal. Ils ont plus besoin de lui. Et puis moi, je vais retourner à Colombey et je vais me remettre à fumer. Donc il parlait de ce personnage. Il l'entretenait. Par exemple, il s'engueulait avec Churchill monstrueusement. Et il disait à son aide de camp, il lui disait... Il avait une grande admiration pour Churchill. Hein. Il l'aimait beaucoup. Churchill était plus âgé que lui. C'était un modèle pour lui. Enfin bon, bref. Et il disait à son aide de camp, mais ce malheureux Winston, je le traite d'une telle... On s'engueule, je lui dis des trucs horribles. Mais à cause des relations qu'il avait avec les Américains, donc il s'engueulait tout le temps. Et il dit, mais bon, je peux pas faire... Le général de Gaulle ne peut pas faire autrement. Donc à chaque fois, c'était le général de Gaulle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas du tout schizophrène, hein, c'est moi en mieux. Le général de Gaulle, c'était Charles en mieux. C'est-à-dire que lui, il avait ses faiblesses, ses doutes et parfois son manque de décision. Mais le général de Gaulle, il avait la décision, il n'avait pas de doute, il fallait y aller. Et c'est vrai pour Churchill, c'est vrai pour des grands artistes. Ils ont ce double qui leur donne toute la liberté. J'étais très pote avec José Arthur. Et José Arthur lui-même était très copain avec Salvador Dali. Et ils se connaissaient depuis très longtemps et ils bouffaient chez Lippe régulièrement ensemble. Et un jour, José me dit, mais tu sais que Dali, il n'avait aucun accent. Il parlait comme toi et moi là. Ah bon? Il dit oui, et dès que quelqu'un approchait, il dit ah ben là maintenant je donne le chocolat lambin. Enfin bon. Et immédiatement, il reprenait son accent. Il parlait normalement, il était à Paris depuis 1920. Et donc, il avait construit ce personnage, mais pourquoi? Pour échapper à la main lourde d'André Breton, d'Aragon, tous ces emmerdeurs, pour pouvoir faire ce qu'il voulait, pour pouvoir faire la peinture qu'il voulait, pour pouvoir avoir cette exigence de ce pitre à moustache qui faisait vraiment... il avait besoin de ce personnage pour être libre et pour être à fond vraiment à fond dans sa liberté. Et je pense que ce personnage qu'on a, ce moi en mieux, ce jeu est un autre qui est un autre moi-même en plus construit, plus costaud, plus fort. Il nous aide à vivre. Il nous aide à être moins déprimés. Il nous aide à ne pas nous considérer nous-mêmes comme une victime de la vie. Parce que c'est ça qui est pire que tout. On emmerde le monde quand on est une victime de la vie et qu'on parle à ses proches, à ses amis, et on emmerde tout le monde. Quand on ne se vit pas comme une victime de la vie, on enchante plutôt notre entourage. Et je pense que plus on s'enchante, plus on est décent, heureux, plus la vie a un sens. Plus on est libre dans ce qu'on fait, plus on le fait bien, je pense. Dans votre livre, il y a quelques passages sur... moi aussi, j'aime beaucoup cet humour-là, l'humour d'Europe centrale. Ouais. Ce sont que des gens poursuivis de tous les côtés en Europe centrale. Ouais. Leur histoire est toujours des histoires d'invasion, de tôle, de mise à mort, etc. Ils ont un humour qui est arrivé à un degré de finesse qui était magnifique, beaucoup plus important que chez nous, par exemple, où on est un pays plus stable. L'humour du Yiddishland, bien sûr, et puis Kundera, enfin la plaisanterie, tout ça, enfin, c'est des romans magnifiques. C'est une façon de vivre pour dominer le tragique. Une fois de plus, ça domine le tragique. Et ça, cette domination du tragique, c'est la clé, quoi. C'est la clé d'une vie décente, en quelque sorte.
Vous citez une phrase qui est formidable, et c'est pas simplement pour mener une vie décente, c'est d'une profondeur et d'une justesse parfois incroyable. Par exemple, vous dites, je ne sais plus qui, vous citez l'auteur de cette phrase, la mort, tout le monde sait qu'on y va tous, mais personne n'y croit. Oui, c'est Lacan qui dit ça. Lacan, voilà. Vous savez que vous allez mourir, oui, mais vous n'y croyez pas. C'est un humour parfait. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Et vrai. C'est vrai. Mais je parlais avec mon ami Muriel Beyer et mon éditrice tout à l'heure, et je lui disais, moi, je voudrais aller au cimetière à pied. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est possible, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Vous voyez, chacun d'entre nous, il fait ce qu'il peut. Mais faire ce qu'on peut, c'est déjà tellement important. Quand on voit qu'il y a ne serait-ce qu'un tout petit peu de bonne volonté, c'est déjà chouette, je trouve. Alors, en ce moment, on va dire que la morosité règne, on va dire, en gros. Enfin, en tout cas en France et en Europe aussi. Il suffit d'ouvrir les médias pour que les catastrophes soient annoncées, quasiment de manière certaine. Bon. Et quel est à ce moment-là le pouvoir de celui qui est capable de faire rire? Parce que quand tout le monde pense que les choses vont tourner mal, ça crée une ambiance assez... Bon. Et comment faire rire dans ces... Est-ce que ça sauve de faire rire dans ces conditions-là et dans cette situation-là? C'est une réponse, une fois de plus, difficile à dire parce qu'elle n'est pas correcte, mais oui, je pense que autant qu'il est possible, jusqu'au bout du tunnel, on doit pouvoir faire une pirouette, on doit pouvoir tourner en dérision, ou ne serait-ce même qu'un moment d'étonnement. En tous les cas, si ça se présente, il ne faut pas hésiter. Ça n'est pas de l'indécence, ça n'est pas de l'obscénité. C'est une façon de se sauver. Vous savez... De résister, en fait. Il y a quelqu'un que j'ai aimé et admiré beaucoup, qui était un de mes deux avocats, l'autre étant mon quasi-frère Richard Malka, et puis Georges Kejman. Et j'ai beaucoup aimé, évidemment, Georges, qui était un personnage absolument séduisant, terriblement séduisant, plein de charme, plein de déconnades, vraiment. Et Georges a été très, très affaibli à la fin de sa vie. Il n'arrivait plus à se lever. Et il y avait à côté de lui le médecin de soins palliatifs. Et le médecin demande à Georges, vous êtes angoissé? Et Georges a répondu, dit, je suis ashkénaze. Et jusqu'au dernier moment, cette espèce de... je trouve ça tellement bouleversant, tellement émouvant et tellement poétique aussi. Ça compte beaucoup, hein, la poésie, le charme. Enfin. Ça, c'est pas seulement du rire, cette phrase-là, c'est du génie. Enfin, ouais, on atteint un sommet qui est rarement atteint quand même. C'est vrai que... En plus d'être drôle... Il faut s'entraîner. Faut s'entraîner. Qu'est-ce qui vous fait rire en ce moment le plus? Là, maintenant. Il y a des artistes que j'aime beaucoup. Il y a Ricky Gervais, par exemple. Il y a des artistes que je trouve... Non, il y a des gens tout à fait passionnants. Il y a des gens, évidemment, qui font rire, mais... Par exemple, il y a un rire que j'aime pas, et pourtant, je fais mon mea culpa, je l'ai pratiqué moi-même, mais le rire de connivence, vous voyez. Par exemple, si je sais que vous détestez, je sais pas moi, Macron, par exemple, je vais faire des blagues contre Macron, donc je sais que vous avez le public est acquis. Je sais que vous allez rire, voilà. Bon. Et les Anglais et les Anglo-Saxons, ils appellent ça des clappers. C'est pas des humoristes, c'est des clappers. C'est des gens qui se font applaudir. C'est pas pareil que les gens qui font rire. Ils font la différence parce que les gens qui font rire, c'est un rire de stupéfaction. Ouais. Toujours le vrai rire est toujours un rire surprise. On se surprend soi-même à rire, ce qui n'est pas pareil que de rire à un truc attendu. Donc, ça dépend aussi de l'humeur.
beaucoup de choses peuvent nous faire rire dans une journée. Dans tous les cas, on doit être attentif, on doit se dire que quelque chose ne va pas quand on n'a pas ri depuis un moment. Quand on ne s'est pas surpris à être... voilà. Comment il s'appelle, le type qui a fait le film Guy, tout d'un coup j'ai un... Alex Lutz. Lutz, oui, je le connais. Oui. Très bon acteur en plus. Il a un talent, ce type, incroyable. Oui. Enfin, diversifié, très diversifié. C'est surprenant, enfin, c'est vraiment très beau. Le vieux chanteur qui a été au sommet. On a passé quelques jours ensemble cet été, mais vraiment j'étais très admiratif. J'ai trouvé que ce type était... j'ai voulu le rencontrer parce que j'avais beaucoup d'admiration pour son travail. Et voilà, quelqu'un qui me fait marrer, voilà, avec quelque chose de terrible en même temps, mais tellement délicat, tellement intelligent. Enfin, voilà, il y a des bons artistes ici, c'est sûr. Et regardez sur Netflix tout ce qu'a fait Ricky. Enfin, il est génial, ce type, hein, vraiment. Il a fait des séries, il a fait des films, et il a fait des stand-up. Il fait des stand-up, il vient en France, c'est en anglais bien sûr, c'est sous-titré, pour ceux qui, comme moi, ont fait allemand. Et, mais vraiment, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Et puis ses interviews sur YouTube, vous voyez ses interviews, il dit... Il y a un type qui lui dit, un mec de la BBC, qui l'interviewe et qui lui dit, mais vous croyez pas en Dieu? Ricky Gervais, il dit toujours qu'il est athée. Et, enfin, il proteste toujours de son athéisme, il n'en fait pas du tout, il n'oblige pas les gens, hein, mais il est bien plus intelligent que ça. Mais enfin, quand on lui demande, il dit non, je crois. Sa conviction ma conviction, c'est que non, il n'y a rien. Il y a, derrière cette table, il n'y a rien. Il n'y a pas une arrière-table, il n'y a pas un arrière-monde, il n'y a pas un autre monde après ce monde-là. Enfin, il croit juste à la réalité là. Bon. Et donc, l'intervieweur, qui est un intello, qui est un type bien, qui lui dit, mais enfin, Ricky Gervais... c'est pas possible, par moment vous devez avoir un doute, quoi. Moi j'avoue que je crois, j'ai la foi, je crois, ça m'aide, j'ai besoin de ça, et puis et Ricky dit, ben non, je ne crois pas du tout, j'ai aucune... Il dit, comment vous faites pour pas croire? Et ben, il dit, c'est simple, il y a environ 10 000 divinités auxquelles les gens croient sur Terre. Vous ne croyez pas à 9 999. Moi, je ne crois pas à 9 999 plus 1. Et c'est génial parce que c'est pas insultant, mais en attendant, voilà. Et voilà, c'est cette forme d'humour en prise avec la façon dont on est affecté à chaque jour par la réalité. Comment ne pas être stupéfait? Comment ne pas être étonné? C'est tellement étonnant. Plus on vieillit, plus finalement, moins on devrait être blasé. Parce que plus on a vu de choses stupéfiantes et qu'on en voit encore tout le temps. L'étonnement, la curiosité est quand même le truc qu'on ressent le plus quand on y réfléchit. Ou alors on s'habitue au fait qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. Je sais pas. C'est à vous de voir. Moi, en tous les cas, qu'il y ait quelque chose plutôt que rien, ça m'amuse pas mal, ouais. J'avoue que je ne connaissais pas de vous, on se connaît depuis longtemps quand même, je ne connaissais pas de vous cet aspect. Et je me dis quand même, pour quelqu'un qui a la foi, avoir attaqué toutes les religions de manière aussi violente, j'en avais primitivement déduit. Moi, j'ai pas la foi. Ah non, moi, je n'ai pas la foi. Je suis comme Ricky, je ne crois pas, non. Ah. Non, du tout. Je ne crois pas du tout, mais je ne pense pas du tout que quelqu'un qui croit est plus con que quelqu'un qui ne croit pas. Hein.
c'est des choix qui n'ont rien à voir avec la finesse, avec l'intelligence, avec rien à voir. C'est des choix philosophiques en quelque sorte. Je n'ai pas la foi du tout. Mais je connais des gens qui ont la foi, qui sont infiniment plus sympathiques et intelligents que des athées qui sont des bourrins. Ça peut arriver. L'athée bourrin existe. Mais surtout, l'athée bourrin, c'est souvent quelqu'un qui est négligent, c'est-à-dire qui ne pense pas à sa place dans l'univers. Vous voyez, il pense à sa place au bistrot devant son Ricard tomate, mais... Vous êtes un type gentil, finalement. Hein, affectueux, gentil. J'aime bien les gens. Oui. Ouais, ça, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Vous aimez les gens. Ouais. Et pourtant, misanthrope, c'est bizarre un peu. Mais ce que je suis n'a pas beaucoup d'importance. Vous dites dans une des pages, le rire est un élément constitutif, décisif de la beauté du monde. Oui. De la beauté du monde. Oui. Pas de choses minimes. C'est-à-dire que le monde ne serait pas le même, absolument, si le rire n'existait pas. Je le pense profondément, oui. Je pense que ça remet le monde à neuf. Le vieux monde est renouvelé toujours par le rire. Et même les grands esprits, Proust, par exemple, est un très grand esprit. Il y a un rire qui parcourt toute la recherche du temps perdu, qui met un brillant, l'ironie, qui met une lumière là-dedans qui est incroyable, c'est un miracle. Je pense que le rire, c'est le miracle humain. Je ne crois pas à Dieu, mais je crois au divin. Je pense qu'il y a quelque chose de divin qui existe parfois. L'inspiration. Et pour lesquels je n'ai pas d'explication. Alors, des textes de Shakespeare, la musique de Mozart, des trucs de Proust, même quelques mots échangés avec une personne qu'on ne connaît pas et qui ont la grâce des gens qu'on rencontre. Je crois à quelque chose de divin qui est typique de l'humain. Je suis ni optimiste ni pessimiste sur l'humain, mais je pense qu'il est capable de faire des choses qui sont divines. Une parenthèse, puisqu'on parle du rire et de la difficulté parfois pour certaines idées de survivre. Je voulais juste qu'on ait une pensée pour Boualem Sansal. Que je connaissais personnellement et qui, lui, 80 ans. Parce qu'il a 76 ans sur le truc, mais il a été enregistré à l'état civil 5 ans après sa naissance. Il a 80 ans. Donc il a 80 comme un jeune homme. On était ensemble il y a quelques jours à Valence, et il est comme un jeune homme. Il a cette gaieté, cette gentillesse. C'est vraiment quelqu'un de très grande qualité. Et puis c'est tellement un honneur pour nous d'en avoir fait en plus un citoyen français et de l'avoir mis avec cette Europe qui accueille, c'est génial, quoi. Ces écrivains, c'est notre fierté. Et j'espère qu'il va sortir de là, vraiment, c'est terrible. C'est terrible. Il ne faut jamais essayer de plaire. Vous voyez, je pense que le régime algérien, de mafieux corrompus, de militaires indignes, et je pense que le président Macron a fait une très grave erreur en essayant de chercher à avant même d'être président, à leur dire « Ah, nous, les Français, on est des moins que rien, vous étiez formidables, nous, on n'a fait que des crimes, vous êtes des héros. » Enfin, il ne faut pas parler comme ça à ces gens, quoi. Il ne faut vraiment pas parler comme ça à ces gens. C'est des voyous, il faut les traiter comme des voyous dès le départ. Il faut être... Ils ne connaissent que ça, Maintenant, c'est trop tard, on est embarqué dans une sale histoire avec Boualem. Il faut le sortir, absolument, il faut le sortir. Je ne sais pas quelles initiatives il va y avoir, c'est très délicat. On a son avocat régulièrement. Oui, il a un avocat français, oui. Oui, un grand avocat. Entre autres. Qui a déjà fait sortir d'Iran et de Turquie des otages, donc c'est un type formidable, hein, et il sait s'y prendre, enfin, voilà.
On a fini cette exploration du rire par une nouvelle qui ne l'est pas, qui n'est pas du tout drôle, celle de Boualem Sansal. Mais on a compris avec vous ce soir combien le rire fait partie de vous. C'est pas parce que vous avez été chansonnier et voilà, que vous avez fait rire les gens. Le rire, c'est dans vous. C'est pas un spectacle que vous donniez. Moi, je suis content d'avoir mieux compris. C'est pas un spectacle pour vous chercher à faire rire. C'est vous-même, dans le bide, que le rire existe. Et vous faites que partager, finalement, votre position à vous avec les gens qui sont en face de vous. Comment vous dire, je suis comme tout le monde. On aime bien rencontrer des gens pas cons, et parce que ça nous fait fonctionner. On est toujours content d'avoir des personnes qui nous éclairent, qui nous épatent, avec lesquelles on peut avoir des conversations enrichissantes. Mais je ne pense pas qu'on puisse avoir de conversations enrichissantes sans déconnade. Sans les personnes les plus... Je m'excuse, j'ai pas d'autres mots. Bon, donc, mais les personnes qui m'ont le plus apporté dans la ville, maintenant j'ai plus de vide derrière moi que je n'en ai devant, mais ce sont des gens avec qui j'ai rigolé beaucoup, et tout en parlant de choses très sérieuses et lourdes. Très lourdes, ouais. Mais jamais laisser passer. Wolinski était formidable pour ça, parce qu'on peut discuter de choses vraiment personnelles, intimes, très... Et pourtant, par moments, il se taisait, on voyait son regard qui partait et on savait qu'il cherchait une connerie. On était en train de parler de nos problèmes sentimentaux, disons, pour parler correctement. Et on peut peut-être finir là-dessus, d'ailleurs, si tu veux. Et à un moment donné, il dit rien. Il dit, puis il reprend, il dit, tu vois, moi, mon problème, c'est que ma bite est du matin et moi, je suis du soir. C'est presque la meilleure de toutes. Vous avez bien fini. Merci à tous. Merci à tous. Merci.